on en a entendu parler, la vitamine C fait partie des mots qui tournent dans nos têtes, mais on n'a probablement pas toutes les informations, et c'est assez curieux de commencer par constater une molécule qui a maintenant plus de 70 ans de vie, qui coûte pas très cher à fabriquer, qui coûte d'ailleurs de moins en moins cher à fabriquer, mais cette molécule est très peu connue. Or, il y a 25 000 études au bas mot, 25 000 études scientifiques que vous pouvez lire sur un site qui s'appelle PubMed Medline, que les scientifiques fréquentent, et qui vous permet de voir que par rapport à des tas de pathologies, des tas de moments de notre vie, plus ou moins agréables, la réponse est modifiée si l'individu prend de la vitamine C. Pour autant, les médecins ne semblent pas avoir eu le temps de lire ces études-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a le golf. Ils vous parlaient du golf tout à l'heure, donc ils sont dans le golf, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, ils ne le prennent pas, je ne sais pas trop comment ils fonctionnent, c'est un peu curieux tout ça. Donc, cette molécule s'est appelée vitamine C, alors que c'est peut-être un mot un peu impropre, puisque lorsqu'on a réussi à la synthétiser, à la découvrir dans les années 20-30, on a voulu lui donner le nom d'un produit dont on ne pouvait pas se passer. Donc on a considéré que la vie, est amine pour les acides aminés. En fait, ils l'ont donc appelé vitamine C. Pourquoi C? Parce qu'à l'époque, on avait déjà compris qu'il existait un produit basique et fondamental qui était la vitamine A, puis la vitamine B. Le troisième sur la liste, c'était la vitamine C. Donc, ce produit a été improprement appelé vitamine, ça n'est pas un amine, bien qu'il soit indispensable à la vie, ça n'est pas un amine, c'est simplement un glucoside, c'est-à-dire que c'est un dérivé du glucose. C'est donc un produit qui a quasiment la même formule chimique que le glucose, donc c'est pas un produit compliqué. On n'est pas dans une molécule de synthèse, j'expliquerai après ce que signifie synthèse, on est dans une molécule simple qui a été assez facilement reproductible à partir des années 30-40. Et là, les premières études américaines tombent. Et les études sont absolument stupéfiantes, puisque des maladies considérées comme absolument inguérissables, je pense à la poliomyélite, poliomyélite déclarée, donc des jeunes enfants dans la fin des années 40, on a l'homme qui a le plus travaillé sur la vitamine C, mais qui n'est pas connu du tout, bien qu'ayant eu tout un tas de diplômes et tout un tas de médailles, Dr Fred Klenner, eh bien cet homme-là montre à travers des publications dans les années 47-48 épidémie de poliomyélite en Caroline du Nord, et la guérison intervient en moins d'une semaine sur 2 cas d'enfants déclarés comme inguérissables par l'hôpital. Ils sont renvoyés chez eux et par chance, par hasard, parce que vous voulez, les parents les amènent devant le docteur Klenner, qui est un petit médecin de campagne en Caroline du Nord, qui lui dit, bon, tout de suite, on agit avec de la vitamine C. Et il met 20 grammes de vitamine C, par intramusculaire. Et les enfants sont guéris. Évidemment, parce que c'est un médecin honnête, il publie. Donc, ces textes datent de la fin des années 40. Aujourd'hui, si vous sortez, c'est pas moi qui le dirai, parce que moi j'en ai assez d'être pris pour un fou, donc je vous laisse ce plaisir, un petit peu pour chacun. Vous sortez, vous allez voir votre médecin demain, et vous lui dites, écoutez, la poliomyélite, ça marche la vitamine C. Tout de suite, hop, vous terminez, 10 minutes après, vous êtes à l'hôpital psychiatrique. C'est pas possible, vous n'avez pas le droit de déclarer des choses comme ça. Alors, si aujourd'hui je peux vous adresser ce que j'ai appris et pratiqué, puisque moi je suis naturopathe et je pratique la vitaminothérapie, donc médecine orthomoléculaire, où on essaye d'aider les gens et de s'aider soi-même en consommant la bonne molécule au bon moment, en sachant que les moments étant différents dans la vie, les quantités à prendre seront différentes en fonction de ce qu'on a à vivre. Par exemple, si on est en pleine santé, qu'on a 20 ans, et qu'on ne fait pas de sport, on n'a pas la même quantité à consommer que si on en a 80 quand on est en phase 4 terminale d'un cancer, enfin, de ce qu'ils appellent la phase terminale. Voilà, parce que la phase terminale, c'est le mot qu'ils emploient pour faire peur. Donc, si
Si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'un homme qui était double prix Nobel, qui s'appelle Linus Pauling, probablement certains d'entre vous en ont entendu parler, Linus Pauling était un bonhomme à l'intelligence aussi éveillée que son cœur était ouvert, puisqu'il a eu le Nobel de chimie en 1954 pour la structure des protéines, et en 1962, il a eu le prix Nobel de la paix pour toutes les actions qu'il avait pu mener pendant des années contre les essais nucléaires à l'air libre. D'ailleurs, en passant, il était contre toute forme d'énergie nucléaire militaire, bien sûr. Alors, Pauling était un homme tellement extraordinaire que les médias, à l'époque, n'ont pas osé lui faire fermer sa bouche. Et c'est donc grâce à lui que j'ai été formé, par un de ses élèves, on va dire, que j'ai été formé aux thérapies de la vitamine. Ce qui signifie qu'il n'était pas médecin et que très vite s'est déclenché à la fois un engouement pour ce bonhomme merveilleux, pour ce qu'il racontait, parce qu'il était un grand chimiste et qu'il avait pu faire des essais pendant des années, montrer d'une part l'absolue non-toxicité du produit. Donc, vous vous trompez et au lieu de prendre une cuillère à café, vous prenez 1,5 kg. Ben, vous ne risquez absolument rien avec la vitamine C. Donc il avait montré ça et obtenu un classement comme substance non toxique pour la vitamine C par la FDA. Ça c'est fondamental à savoir puisque pour que la FDA américaine donne la classification non toxique, il faut vraiment que ce soit un produit non toxique. C'est surtout que ce produit, il le détestait dès l'entrée. Comment effectivement aimer un produit qui ne va pas favoriser les laboratoires pharmaceutiques, donc l'empire financier qui marche derrière, et qui ne va pas favoriser l'ego des médecins qui s'incarnent si bien dans les titres de docteurs, etc., qu'on leur balance à longueur de journée, alors que des docteurs, il y en a dans des tas d'autres disciplines qui, eux, ne réclament pas que nous soyons servilement à leurs pieds. Alors, Pauling montrera, son premier bouquin qui a fait du bruit s'appelait, à la fin des années 60, Psychiatrie orthomoléculaire, Orthomolecular Psychiatry, et là c'est également une étape fondamentale puisque non seulement on a la non-toxicité du produit, et on a le premier aspect thérapeutique sur les maladies mentales. Au lieu de cachetonner les gens, Pauling montre qu'en fait, une grande partie du problème de la maladie mentale se résout bien lorsque, suite à des analyses simples quant à la quantité présente dans le corps de vitamines, d'oligo-éléments et de minéraux, on arrive à établir un diagnostic d'équilibre ou de déséquilibre. Or, comme par hasard, la totalité des gens qui souffrent à un moment donné, et ça nous concerne tous, les malades mentaux, c'est pas les autres. C'est moi, c'est nous. Voilà. Donc, lorsqu'on se rend compte qu'à un moment donné, il y a une carence en un des produits fondamentaux de la vie qu'on a nommé vitamines, oligo-éléments et minéraux, eh bien en corrigeant cette carence, comme par hasard, avec un peu d'aide psychothérapeutique bien menée, l'individu retrouve son équilibre, retrouve son dynamisme, retrouve sa joie de vivre. Donc ce bouquin fait du bruit, Orthomolecular Psychiatry, c'est la fin des années 60. Et je pense que lorsqu'on a compris l'impact que pouvait avoir le psychisme, on devrait avoir cet enseignement en faculté. Eh bien aujourd'hui, que ce soit en faculté de médecine, sans étudier spécialement la psychiatrie, et même pour ceux qui étudient la spécialité psychiatrie, il n'y a absolument, quasiment aucune référence aux carences nutritionnelles. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette vitamine C? Pourquoi est-ce qu'elle nous est si nécessaire? Et pourquoi est-ce que nous sommes obligés de la prendre par la bouche, par voie intramusculaire ou par intraveineuse? Eh bien, il se trouve que, et là nous constatons de fait, il faut bien être clair là-dessus, 99,9% des animaux synthétisent leur vitamine C. Ils la synthétisent en fonction de leurs besoins quotidiens et la synthétisent dans le foie et dans les reins pour les animaux, les amphibiens et les reptiles. Autrement dit, les animaux qui
ont un sang plus froid, qui avait besoin de quantité de vitamine C plus faible, la synthétise, Z, et la synthétise encore pour ceux qui sont toujours présents, la synthétise dans le rein. Pour les animaux à sang chaud, ou les êtres humains, qui ont une activité plus intense, nous sommes capables de venir ici, nous sommes capables de marcher, d'aller loin, de réfléchir, de penser, de créer. Bien. Nous avons un besoin, nous sommes soumis à un stress plus important. Plus nous nous développons, plus le stress est important. La vitamine C à ce moment-là va être encore plus nécessaire et elle est synthétisée dans le foie. Or, nous constatons le fait que la truite, le saumon, la famille des salmonidés, le cochon d'Inde et les primates, c'est-à-dire les singes, ainsi que l'homme, ne peuvent pas synthétiser leur vitamine C. Ils ne le peuvent pas et on ne savait pas très bien ce qui se passait jusque dans les années 50, où on a la réponse. Mais avant les années 50, on s'était borné à constater, et d'ailleurs on avait pu partir sur une fausse piste, que la vitamine C, c'était présent dans les fruits et dans les légumes. C'est la fameuse expérience du médecin anglais Lindt, 1716-1794, qui constate sur les marins qui meurent du scorbut. Ils traversent l'Atlantique, ils n'ont que du poisson séché, ils n'ont absolument aucun produit frais, ils meurent, les dents se déchaussent, et en quelques semaines, ce sont des cadavres. Ils constatent, en faisant des expériences, que quand on leur donne des fruits, le fameux citron, eh bien, ils restent à peu près en vie et à peu près correctement. Donc, on était parti sur cette voie qu'un composant des fruits et légumes devait être suffisant et devait contenir la substance qui permettait de rester en vie et de ne pas mourir du scorbut. Donc, on a pensé, et les médecins se sont engouffrés dans cette voie, il suffisait de donner un petit peu de cette substance, autrement dit, et le raisonnement est présent dans toutes nos têtes, finalement, en mangeant quelques fruits, quelques légumes, on a suffisamment de vitamine C. Mais non, pas du tout. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une aberration, entre guillemets, au sens scientifique, une défaillance génétique. C'est à partir des années 50 qu'on arrive à comprendre bien ce qui se passe. Il se passe que le gène codant pour la transformation en glucose dans le foie en vitamine C, transformation du glucose en vitamine C, ne se fait pas. Et s'il ne se fait pas chez les animaux sous-nommés et chez l'homme, c'est parce que ce gène codant est inactif. Donc l'enzyme, la quatrième enzyme qui permet la transformation du glucose en vitamine C. Cette quatrième enzyme est absente chez les singes, l'homme, le cochon d'Inde, la truite et le saumon. Et puis il y a encore un ou deux petits animaux. Donc la GLO, la guanylactone oxydase, enzyme qui permet cette conversion, et ne peut pas exister, ne se fait pas. Donc il s'agit bien d'un problème génétique. Comme il s'agit d'un problème génétique, il ne va pas falloir répondre avec des fruits et des légumes. Parce que sinon on part sur une piste, et c'est la piste privilégiée par les médecins, le vitamine C, oui, un petit peu l'hiver pour éviter les rhumes. D'ailleurs on ne voit pas, ils ne donnent pas plus d'explications que ça, alors que l'explication on l'a. Mais nous, si vous voulez le vérifier, vous trouverez évidemment tout ça sur Internet, c'est cette défaillance génétique. Alors pourquoi cette défaillance génétique? Il est possible qu'il y a, dans les temps anciens, des modifications des gènes ont eu lieu, de l'activité des gènes peut avoir eu lieu à cause de venues d'énergie cosmique extrêmement puissante. On sait aujourd'hui que les gènes, on peut en modifier l'activité avec différentes possibilités énergétiques, pour faire simple. C'est une possible explication. Moi, je vous laisse le soin de trouver qui dans la physique, qui dans la métaphysique, qui dans le mystère, ce que vous trouverez compatible avec vos raisonnements pour expliquer pourquoi ce fait constatable s'est produit. Toujours est-il qu'il s'agit bien d'une anomalie génétique. Ce qui nous renvoie à ceux qui n'ont pas l'anomalie génétique. Et ceux qui n'ont pas l'anomalie génétique sont les animaux, 99% des animaux.
Comment ça se passe chez un animal? On va prendre un animal d'environ 70 kg, une chèvre. Lorsqu'elle est dans un pré, il fait beau, le soleil brille, et M. Seguin est dans un transat en train de lire Homère. Il n'a pas le droit d'ailleurs de lire Homère, hein. Il ne faut pas lire Homère. Il faut regarder Michel Drucker le dimanche, c'est mieux. Ça vous endort beaucoup mieux, puis ça ne vous donne pas envie de changer votre vie. Homère, ça vous donne envie de faire des voyages à l'intérieur, à l'extérieur, ça devient dangereux tout ça. Alors, la chèvre, elle fabrique au continu, hein, toute la journée, toute la nuit, elle va fabriquer environ entre 8 et 12 grammes, selon le poids de la chèvre. Voilà. Et puis tout d'un coup, M. Seguin, ce traître, s'en va à la ville, et elle se retrouve seule, l'orage tonne, le tonnerre, pardon, l'orage arrive, et le loup se fait entendre au loin. Ça s'appelle le stress. Le stress, c'est exactement ce que nous vivons quand nous découvrons ce qui nous arrive ici grâce aux interventions de l'orateur précédent et des suivants, et puis quand notre vie quotidienne nous fait nous confronter à une réalité qui est bien difficile aujourd'hui. Eh bien, ce stress, sans parler des maladies, devrait nous faire réagir comme la chèvre. Eh bien, la chèvre, quand l'orage est là, que le loup se fait entendre, elle fabrique 6, 7, 8, 10 fois plus de vitamine C. Cette vitamine C, on sait aujourd'hui la fabriquer. Donc si on veut accepter cette explication, non pas d'un petit peu, c'est ce que les médecins américains feront par la guerre de 40, hein. Oh oui, il manque un petit peu de vitamine C aux humains, puisqu'ils ne peuvent pas la synthétiser, mais on ne parle pas du problème génétique. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas laisser l'humain aller à un stade d'homéostasie, c'est-à-dire de parfait équilibre de sa puissance personnelle. On ne veut pas qu'il en soit là. On veut simplement qu'il n'ait pas de scorbut. Il faut savoir que les premières évaluations des quantités nécessaires de vitamine C, ces premières évaluations ont été faites par l'armée américaine. Le but de ces évaluations, c'était que le pauvre soldat américain ne meure pas de scorbut et soit donc un bon petit soldat gentil qui aille lutter contre le méchant ennemi. Il n'était pas du tout question de savoir si ce pauvre soldat américain allait devenir un homme et utiliser sa capacité à être heureux. Ça, il n'en était pas question. On lui demandait d'ailleurs surtout de ne pas être heureux. Il fallait qu'il obéisse et après c'est tout. Donc, c'est resté, ça s'est appelé des AJR, des apports journaliers recommandés. Ça a été réévalué un petit peu. Si vous fumez des cigarettes, on s'est rendu compte que oui, les médecins ont condescendu jusqu'à accepter de vous donner une poussière de vitamine C en plus. Voilà. Donc, voilà, il y avait ces deux voies. Il y avait la voie poussière, ou la voie j'essaie de conquérir une meilleure santé en permanence. Après, on va voir en quoi la vitamine C peut m'aider à garder ma santé, voire à la récupérer. Mais il faut donc bien comprendre les deux voies d'interprétation de la vitamine C. Soit c'est un petit peu qui manque et je peux l'avoir par les fruits et légumes. Moi, c'est ce que beaucoup de gens me disent. Oui, mon frère, vous savez, je peux l'avoir. Hein. Il suffit de manger 2 kiwis et 3 oranges. D'abord, quand vous mangez beaucoup de fruits, en réalité, vous prenez beaucoup de fructose. Et si vous prenez ces fruits le soir, vous n'allez pas très bien dormir, parce que le fructose, qui n'a pas une digestion extrêmement facile, mais lorsque la digestion est faite, vous allez avoir une énergie au niveau du cerveau qui n'est pas une énergie de calme, qui est une énergie un petit peu rapide. Donc vous allez le soir manger un produit, beaucoup de gens ont fait l'expérience que l'orange, c'est peut-être pas le meilleur des fruits à manger le soir. Alors on met ça sur le compte de la vitamine C, c'est pas la vitamine C, c'est le fructose. Donc, celui qui comprend avec les fruits, il fera cette voie-là, peut-être que beaucoup de gens préfèrent ça, moi c'est leur affaire. Moi, je vous propose d'interpréter et d'observer sur vous-même, en faisant l'expérience pendant quelques mois, la vitamine C, déficience génétique. J'ai cette déficience génétique, je l'accepte, l'explication je n'ai pas parfaite, mais au moins j'accepte le fait. En acceptant le fait, je vais prendre une autre quantité de vitamine C qui me permettra de faire comme la chèvre. Quand ça va bien, j'en prends quantité d'environ 8 à 10 grammes. Et quand ça va mal, je monterai jusqu'à trouver un réconfort acceptable. On ne pourra pas dire que les choses sont parfaites,
Mais on pourra dire, bon, voilà, je me sens mieux, je supporte ma vie, alors que précédemment, le rhume, le cancer, la feuille d'un pot, tout ça, ça me rendait très malade. Avec la vitamine C, on a possibilité de calmer le jeu. Et là, on commence à découvrir qu'en fait, la vitamine C est donc une sorte d'hormone anti-stress. Donc, vitamine, on a dit que ce n'était pas le mot le plus approprié. Par contre, le mot hormone anti-stress, c'est un mot qui lui convient assez bien. Quand vous êtes sujet à un rhume passager, il faut faire très attention à ce que ce rhume ne descende pas sur les poumons. Et donc tout ça, c'est un stress. C'est un stress pathologique qui n'est pas forcément psychologique, quoi qu'en général, ça s'accompagne par une forme de tristesse, etc. Et à ce moment-là, il va falloir monter les doses. Monter les doses, comme avec un antibiotique. Si vous n'atteignez pas la dose, donc la vitamine C, ça va agir comme dose dépendante, on dit scientifiquement, et si vous montez la dose suffisamment pendant 2-3 jours, après vous redescendez, et vous vous trouverez confortable pendant la période où le rhume sera présent. Il va très très vite décroître. L'expérience est facile à vérifier. Alors, il y a des grands noms de la vitamine C. Je vais quand même les citer parce que c'est grâce à eux que moi j'ai pu apprendre quelque chose et travailler. Je vais vous lire la phrase de ce fameux prix Nobel. En 1985, Linus Pauling avait 85 ans. Et il avait commencé à travailler la vitamine C à la fin des années 50. Il avait été informé qu'il connaissait la vitamine C, mais il n'avait pas beaucoup travaillé dessus. Et puis c'est un grand chimiste qui s'appelle Irving Stone qui est venu la rencontrer, lui a présenté ce médecin qui s'appelait Fred Kleiner, et ils ont commencé à travailler sur la vitamine C. Au bout d'une trentaine d'années d'expérience et de références avec les dizaines de milliers de gens qui l'ont suivi, qui étaient pour la plupart des médecins, des dentistes, des kinés, des physiciens, qui se sont dit un prix Nobel de chimie, qui est également un prix Nobel de la paix, ça ne peut pas faire tellement d'erreurs, on a quand même une bonne sécurité, et il a réussi à faire classer ça non toxique par la FDA, donc on va y aller. Eh bien, en 85, Pauling a écrit, dans un livre, dans son dernier livre, il a écrit « Ne laissez jamais les autorités médicales ou les politiciens vous tromper. Constatez les faits et décidez par vous-même comment vivre la vie heureuse et comment édifier un monde meilleur. » Cet homme avait absolument mis le doigt sur ce que nous sommes en chemin, sur ce que nous cherchons, la prise de conscience qui nous est proposée ici, ce qui va en découler, et puis peut-être un petit peu aussi l'aide que pourrait vous apporter la vitamine C si vous le voulez. La vitamine C n'a pas eu mauvaise presse, mais elle n'a pas non plus conquis autant de cœur qu'elle aurait pu le faire, parce que très vite, Pauling s'est heurté à la jante médicale. Comment cet homme se permettait de donner des conseils puissants alors qu'il n'était même pas médecin. Vous savez qu'il y a Dieu, à côté il y a le médecin. Peut-être des fois Dieu est fatigué, alors le médecin prend la place, hop, il s'assoit, il dit tiens je vais bien, ça va bien. Alors, le médecin ne supporte pas qu'un simple chimiste, fût-il un prix Nobel, ose prendre la parole pour parler, expliquer dans des conférences qu'il faisait, qui étaient magnifiques. Il avait à la fois beaucoup d'humour, beaucoup de présence, et il nous a réjouis. Moi j'ai eu la chance d'assister à certaines choses, c'était remarquable. Alors, des succès et en même temps une sorte de voie de garage sur laquelle la vitamine C commence à s'en aller. Pourquoi sur cette voie de garage? Les laboratoires pharmaceutiques se rendent compte que Pauling a raison, qu'effectivement on va modifier la donne. Si on prend les quantités que Pauling propose, qui sont celles que je vous ai expliquées, à savoir à peu près ce que la chèvre, c'est-à-dire pour nous 10 grammes, plus ou moins 10 grammes quand tout va bien, ça se fait avec 3 cuillères, une cuillère après chaque repas. Après j'expliquerai les problèmes de posologie, etc. Mais ils se sont rendus compte, les médecins, comme disait tout à l'heure le libre penseur, ils savent tout. Tout ce que je vous raconte sur la vitamine C, ils le savent et ils savent encore beaucoup mieux que moi. Parce qu'ils ont pu tester des tas de choses que moi je ne peux pas tester.
une expérience clinique, mais eux, ils ont beaucoup plus que ça. Donc ils ont fait des expériences in vitro, ils ont lu toutes les publications sur la vitamine C, et puis ils en ont fait. Et ils savent très bien que quand on a les quantités proposées par Pauling, on a une activité métabolique différente. On a une femme de ménage, on a une hormone en femme de ménage au niveau cellulaire. Hein, la vitamine C, c'est sa grande qualité, ben, c'est votre femme de ménage, comme c'est votre copine, elle vient vous aider à faire le ménage. Hein, c'est pas mal ça. Et alors hop, elle balance à la poubelle cellulaire tout ce qui est à balancer. Et très vite, le pouvoir politique américain et les dirigeants financiers des laboratoires pharmaceutiques vont mettre la vitamine C sur la voie de garage sur laquelle elle est, on peut dire, encore aujourd'hui. Ils sont obligés de reconnaître, on va voir dans le cours de l'histoire de la vitamine C qu'il y a des moments quand même ça ressort. Le National Cancer Institute, par exemple, aux États-Unis, qui voudrait bien voir la vitamine C disparaître de la circulation, est obligé parfois. Il y a des études qui sortent, ils sont tous stupéfaits. Comment se fait-il que cette vitamine C permet des résultats? Ben, cette vitamine C permet des résultats, ils le savent, et donc ils vont la mettre sur la voie de garage en disant toujours première voie, non, c'est juste un tout petit peu qu'il faut. Donc ils vont créer à partir des années 40, pendant la guerre, les apports journaliers recommandés. C'est une vaste fumisterie. Si vous prenez ça, ben, c'est comme si vous pissiez dans un violon avec un petit peu de vitamine C. Ça va pas donner grand-chose. Il y aura quand même des résultats. Bien sûr qu'il y aura quand même des résultats. Mais il y aura des résultats à la hauteur de ce que vous avez pris. C'est-à-dire pas grand-chose. Donc déjà tout de suite une énorme propagande. Oui, la vitamine C c'est bien, très bien, on est d'accord. Pauling, il est magnifique. Très très bien ce garçon. Alors par contre, il était un peu bourré, hein. Il doit être bourré à la vitamine C celui-là, donc il exagère les quantités. Et on va proposer des expériences à la clinique Mayo, qui a une réputation magnifique, et on va tricher. Et là, comme avec les finances, on nous a expliqué leur facilité de tricher, ben, ils vont utiliser la forme d'extrogir de vitamine C. La vitamine C se décline, comme beaucoup de produits, sous une forme lévogir ou d'extrogir, déviation de la lumière à droite ou à gauche. Il n'y a qu'une forme de vitamine C qui est intéressante pour l'homme, c'est la forme lévogir. C'est d'ailleurs celle-là que synthétisent les animaux. Eh bien, cette forme-là, ils ne vont pas l'utiliser. Ils vont utiliser la forme d'extrogir. Évidemment, si vous faites une expérience avec la forme d'extrogir, les résultats ne seront pas les mêmes. Ou alors, ils vont prendre de la vitamine C oxydée. Hein, la vitamine C, elle va donner des électrons, et donc, en donnant des électrons, elle finit par elle devenir oxydée. Hein, son métabolisme, au bout d'un moment, elle est oxydée. Et quand elle est oxydée, elle n'est plus du tout capable de nous rendre les mêmes services. Alors, ils vont faire l'expérience avec ça. Ils vont tricher constamment. Si bien qu'on a, notamment certaines étapes avec la clinique Mayo, on a des adversaires farouches de la vitamine C. Et puis Linus Pauling crée un institut, qui s'appelle l'Institut Linus Pauling, qui existe encore aujourd'hui, et qui devrait, théoriquement, être capable de nous fournir des expériences quotidiennes ou mensuelles remarquables. Alors, ils en fournissent un petit peu, mais comme par hasard, eux aussi se sont rangés, contre l'avis du maître, se sont rangés au niveau de ce que le gouvernement américain acceptait, c'est-à-dire 100 mg, 200 mg, vraiment quand vous avez beaucoup bu. Voilà. Donc, Linus Pauling avait un fils qui avait passé d'assez beaux diplômes médicaux, et on lui a sorti un dossier de pédophilie sur son fils. Comme ça, la vitamine C, hop, on lui sciait les pattes au départ. Vous voyez, le mec, là, il est Nobel, et son fils, il est pédophile, il était directeur de l'Institut Linus Pauling, donc, ça y est, je me casse la figure, je peux plus continuer avec la vitamine C. Alors Pauling a continué, mais vous voyez, dans l'esprit d'un certain nombre de médecins, d'un certain nombre de scientifiques, ça y est, il y avait un petit doute qui était rentré. Comment peut-on avoir des histoires de pédophilie dans la famille alors qu'on est, soi-disant, l'homme qui permet au monde de découvrir la vitamine C? Donc on a sali Pauling. Kleiner, on lui a sorti un autre dossier. Son fils avait assassiné 5 personnes. 106 a tué. Les deux types qui auraient pu vivre plus longtemps, ben l'un est mort à presque 90 ans et l'autre à 93 ans. Pauling est mort à 93 ans. Il aurait pu vivre beaucoup plus longtemps. Mais la maladie est également liée à notre psyché. Lorsqu'on vous tape dessus, lorsqu'un gouvernement, au lieu de vous aider, vous tape dessus en permanence, lorsqu'un gouvernement vous sort des dossiers de pédophilie sur votre enfant, bien évidemment, le moral s'en va. Et la vitamine C, qui est remarquable, ne peut pas non plus remplacer la psychologie.
Elle va nous aider à fabriquer un certain nombre de neuromédiateurs. On va avoir une quantité, par exemple, de dopamine circulante. Dopamine, ça permet d'être un peu dopé. Alors quand on est un peu déprimé, comme nous sommes dans la société dans laquelle nous vivons, la fabrication de dopamine, c'est une aide fondamentale. Et la fabrication de dopamine, pour une molécule de dopamine, il faut une molécule de vitamine C. Et comme par hasard, votre médecin ne vous en parle jamais. Remarquez, ne vous inquiétez pas, il ne le sait pas non plus. On ne lui a jamais enseigné. Moi, j'ai fait des séminaires médicaux, j'ai appris avec, par exemple, le docteur Rueff, Dominique Rueff, vitamine C, ça coûte 4,50 € aux éditions Jouvence. Pour une fois, un médecin formé à la même école orthomoléculaire Medical School aux États-Unis que moi, écrit un petit bouquin, RUE2F. Il écrit et il explique tout ce que je vous ai dit sur la vitamine C. C'est un très bon petit bouquin, il est pratique à lire, il est bien fouillé, Dominique connaît très très bien son sujet, et ça permet d'avoir tous les détails que je ne pourrais pas vous donner ici. La vitamine C va continuer son chemin parce que des dizaines de milliers de scientifiques vont faire des expériences et on va maintenant regarder rapidement ce qu'il en est des capacités de la vitamine C quant à notre métabolisme. On va commencer par le bébé, puisque si jamais vous avez l'occasion d'acheter, ça se lit comme un roman, c'est le livre du docteur Archie Kalokerinos. Kalokerinos est médecin, le nom grec, peu importe, et ça s'appelle La mort subite du nourrisson. Archie, A-R-C-H-I-E, plus loin, mais vous inquiétez pas, il y aura des papiers dans l'après-midi, parce que là, ils n'ont pas eu le temps d'être imprimés. Enfin, j'ai pas eu le temps de réparer mon imprimante qui a cassé hier, mais cet après-midi, les copies seront là à votre disposition. Et dans la bibliographie que je vous propose, il y a le livre de Archie Kalokerinos. Ça se lit bien, et c'est l'histoire de cet homme qui est médecin et qui travaille dans le bush australien, avec les bébés aborigènes. Et il a le taux de mortalité infantile le plus élevé de la planète Terre. Et comme c'est un médecin, un bon médecin et un homme honnête, il est désespéré de voir ces bébés abots mourir les uns derrière les autres. Il n'arrive jamais à les sauver, on les hospitalise, on met les perfs et les bébés meurent. Constamment. Ils font toutes les expériences possibles et imaginables et c'est constamment un échec. Kalokerinos, je vais vite, il est tellement déçu qu'il laisse tomber la médecine. Il dit, je ne vaux rien, je suis un bon à rien, tant pis. Il laisse tomber la médecine et il va chercher des pierres précieuses et il fait mineur. Puis un jour, le destin le ramène à la médecine, il est de nouveau confronté à la mort subite des nourrissons, des bébés aborigènes. Et là, il se rappelle qu'il a tout essayé, sauf une chose. Sauf ce que ce prix Nobel, Pauling, a dit, que la vitamine C serait si merveilleuse que ça. Et ce que ce médecin, Kleiner, parce qu'il cherche, lui il fait un vrai boulot de médecin, hein, il ne se contente pas de dire, bon, caroxyle, cortisone, antidépresseur, et examen extrêmement poussé. Comme ça, je ne me mouille pas. Lui, il se mouille. Hein, il mouille la chemise, et il y a des... ses pleurs, c'est les pleurs de son cœur, donc ça, c'est sincère. Et il trouve qu'effectivement, il y a un médecin qui s'appelle Kleiner, qui a guéri en 47, 48 les quelques malades atteints de poliomyélite. Il se dit, j'ai rien à perdre. Donc il va à l'hôpital et là il y a un bébé abo qui est en train de mourir. Le chef de service lui dit, tu peux le prendre celui-là parce que dans 2 heures il est à la poubelle, il est mort, il est quasiment mort. Donc il va mourir, on ne peut plus rien faire, on a tout, il est perte de partout. Donc il prend 2 grammes de vitamine C avec un petit peu de glucose, il met une piqûre dans les fesses du bébé. 20 minutes après, c'est le temps que la vitamine C met à peu près à circuler correctement. 20 minutes après, le bébé sourit. Ce bébé n'est pas mort. Il constate ça et il se dit, cette piste, il faut absolument la suivre. Donc il va continuer de travailler avec la vitamine C, de toute petite quantité, sur les bébés. En quelques mois, cet homme passera du taux de mortalité le plus élevé de la planète Terre au taux de mortalité le moins élevé.
même à Neuilly, là où habitent les gens bien, et les taux de mortalité encore aujourd'hui, eh oui, parce que c'est là que vous n'êtes pas tactique bien. Même aujourd'hui, le taux de mortalité à Neuilly, pourtant c'est surveillé à Neuilly, je peux vous garantir, hein, on ne fait pas n'importe quoi à Neuilly. Eh bien, il y a plus de bébés qui meurent que du temps de Calopérinos quand il s'occupait des bébés à bombe, dans la pauvreté et la misère. Donc là, il peut venir Pauline, parce qu'il y a un procès en cours. La mère d'un bébé, le bébé est mort. Le bébé est mort tout bleu, avec des bleus partout. Et immédiatement, les médecins très doctes et les flics, ils ont toujours la main dans la main, ces deux-là, ont déclaré que la mère avait maltraité son enfant. Donc on avait mis la mère en prison, en préventive, et il a fallu l'intervention de Kalokerinos et du prix Nobel Pauline pour démontrer que c'était encore une erreur médicale, puisqu'on sait, M. Barlow a été anobli par la reine d'Angleterre pour avoir démontré le scorbut infantile et avoir montré les symptômes. Seulement ces messieurs n'avaient pas eu le temps de chercher. Depuis des années que mouraient les bébés Abo, personne n'avait regardé ce que c'était que le scorbut infantile. Ben, c'était ça. Le bébé Abo était mort de scorbut infantile. Or, les marques, ce sont des bleus. Donc vous prenez le bébé dans les bras, et hop, il devient tout bleu à l'endroit où vous avez posé vos doigts. 2 grammes de vitamine C. Moi, je me suis rendu, 30 ans plus tard, dans un congrès sur la mort subite du nourrisson. Et j'ai voulu prendre la parole, bon, de force, c'est vrai. Ils avaient oublié de m'envoyer une invitation. Donc j'ai été me prendre le micro, ils m'ont foutu à la porte, bien sûr, et j'ai quand même réussi à déclarer Archie Kalokerinos, les années 70, 2 grammes de vitamine C. J'ai rappelé des gens qui étaient sur la liste des médecins invités 15 jours, 3 semaines après. Ils m'ont raccroché au nez, ça ne les intéresse pas. Le gouvernement australien, devant le succès de Kalokerinos, a nommé un expert médical, qui était le docteur Detman, et qui est venu et qui a suivi, pisté Kalokerinos, parce que le gouvernement australien s'était dit, c'est simplement la présence de ce Kalokerinos qui guérit les bébés. Ça ne peut pas être la vitamine C. Et ce monsieur Detman a fini par devenir le meilleur ami de Kalokerinos, en disant, bah, effectivement, c'est bien la vitamine C. Les bébés Abo mangeaient une bouillie, parce qu'ils sont très pauvres, donc les Abo leur donnent une bouillie. D'abord, ils ont une misère, ils ont une souffrance extrêmement grande, qui leur est imposée par les colonisateurs australiens, les hommes qui sont venus d'Europe, et ils sont tellement malheureux, ces pauvres gens, que même la façon d'élever leurs enfants n'est plus ce qu'elle l'était auparavant. Donc ils leur donnent une bouillie pas chère, et dans cette bouillie, il y a absence totale de vitamine C. Et les bébés meurent parce qu'il n'y a plus du tout de vitamine C. La mère qui allaite, qui n'a pas, elle non plus, une alimentation correcte, ne peut pas donner de vitamine C, même dans les premières heures au bébé. Voilà. Kalokerinos continuera sa carrière. Le gouvernement australien reconnaîtra son erreur et prescrira la pose de 200 mg de vitamine C dans les bouillies des bébés Abo. Aujourd'hui, les bébés Abo ne meurent plus, jamais, de mort subite du nourrisson. Est-ce que vous croyez qu'ici, en France, rien, ils ont pris la leçon? Absolument pas. Rien du tout. Ça ne les intéresse pas. Donc on commence à voir l'action de la vitamine C chez les bébés. Si une femme prend de la vitamine C pendant sa grossesse, d'abord elle se portera beaucoup mieux. Le fœtus utilisera une partie de la vitamine C et les tissus lors de l'accouchement seront beaucoup plus laxes, beaucoup plus souples. La femme souffrira moins et la forme de stress qu'est l'accouchement, d'autant plus stressante d'ailleurs, qui se réalise à l'hôpital dans des positions qui ne sont absolument pas physiologiques, alors que l'accouchement, les femmes ont accouché depuis longtemps, elles n'ont jamais pris ce genre de position ridicule. Il faut être médecin pour imposer à une femme cette position-là. C'est fou, c'est complètement aberrant. Mais d'ailleurs, ils sont là, ils médicalisent, surmédicalisent la femme, alors que bon, elle n'a pas besoin de ça, elle a besoin surtout qu'on lui foute la paix. Et puis après, elle gueule et elle sort le bébé. Il faut la laisser crier, parce que c'est une façon animale de créer et de mettre au monde un bébé. Donc si la femme a pris de la vitamine C, elle n'aura pas ce problème-là. Elle aura un accouchement simple, elle n'aura pas non plus le stress de la carence en vitamine C après quelque chose qui s'apparente à une opération. Dès que le bébé arrive, mais ma foi, elle aura encore de la vitamine C circulante. Alors que quand on fait les tests,
On remarque une femme qui n'est pas supplémentée, complémentée en vitamine C, eh bien on remarque que cette femme, juste après l'accouchement, n'a plus du tout de vitamine C circulante. Donc, quand vous n'avez pas du tout de vitamine C circulante, vous êtes dans le cadre du scorbut. Vous êtes dans le cadre du stress le plus intense. Ça ne viendrait pas à l'idée des médecins de le randonnée. Je signale d'ailleurs que la vitamine C n'est plus présente dans les pharmacies des hôpitaux. J'ai eu l'occasion d'aller dans un hôpital il n'y a pas très longtemps. Et j'ai demandé à ce qu'on me mette une perte de vitamine C. Ils m'ont répondu que ça n'était plus dans la pharmacie des hôpitaux. Donc comme ça, le problème est résolu. Le produit n'existe plus. D'accord? Comme ça, vous ne cherchez pas. Alors, lorsque vous prenez de la vitamine C par la bouche, les organes qui vont utiliser cette vitamine C sont en priorité. Le foie, comme par hasard, l'organe dans lequel normalement la vitamine C se prend. Bien, le foie, le cerveau, l'œil, les surrénales. Ce sont les organes qui prioritairement vont utiliser cette vitamine C. Pourquoi? Et ça veut donc bien dire qu'ils en sont absolument friands. Le cerveau, par exemple, lorsqu'on a un schizophrène, malade mental, et qu'on lui donne les fameux 10 grammes de vitamine C, on regarde ce qui est excrété dans l'urine. Eh bien, chez ceux d'entre nous qui ne sont pas malades mentaux ici, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns, voilà, ils vont excréter un peu d'urine, de vitamine C dans l'urine. Vous prenez un schizophrène, vous lui donnez 10 grammes, il excrète rien. Vous donnez 50 grammes, rien. C'est à partir de 100 grammes qu'il va commencer à excréter. Ce qui signifie que plus le stress, plus la souffrance est forte chez l'individu, quels qu'en soient les motifs. Quels que soient les motifs. Tout ce qui peut vous rendre malheureux, maladie, divorce, je ne sais pas quoi, tout ce qui nous arrive de triste, et mon Dieu, il nous en arrive pas mal, eh bien, si on corrige à la hauteur voulue, on se rend compte qu'à ce moment-là, on commence à excréter dans l'urine. Si on n'a pas corrigé à la hauteur voulue, on n'en excrète pas. C'est-à-dire que le corps, il va tout utiliser jusqu'à utiliser la vitamine C dans toutes ses possibilités. Donc, une expérience qui fut intéressante, et maintenant on est au stade de l'adulte, ce fut celle des années 70 du docteur Bastien. Bastien était médecin pharmacien à Remiremont, dans les Vosges, et il en avait marre de parler de la vitamine C à ses patients, et blablabla, blablabla, vitamine C, vitamine C, vitamine C, vitamine C. Un jour, il a pris FR3, Alsace. Ils sont venus, un huissier, un bol, il y avait 250 grammes d'amanite phalloïde mortelle. Et il a mangé, devant les caméras de télévision, 250 grammes d'amanite phalloïde mortelle. Il avait pris 2 grammes de vitamine C par la voie intraveineuse. Et puis un petit anti-vomitif, pour que ce soit plus certain qu'il n'y ait pas devant les caméras ce besoin de vomir, qui n'est pas grave en soi, mais qui aurait été spectaculaire. Et il a réédité 2 ans de suite, il n'est jamais mort de ça. Il a fait enregistrer son protocole, qu'on appelle le protocole Bastien, au Centre national anti-poison dans les années 70. Et je vais vous raconter une anecdote très rapide, c'est amusant. Il y a 4 ou 5 ans de ça, ma femme rentre et me dit, tiens, il y a des jeunes Français qui se sont empoisonnés en Bretagne avec des champignons. Oh, là j'ai pensé que la République, j'allais me la faire. Mais elle est plus maligne qu'on croit. Et j'ai fouillé sur mon téléphone, j'ai fini par trouver l'hôpital où étaient soignés ces 17 jeunes hommes et femmes. Et j'ai parlé au médecin, chef de service, chers collègues, blablabla. Ça va, oui, ça va. Et ouais, je lui dis, vous avez les jeunes Français, oui, ils sont là. Dans quel état sont-ils? Ben, très mal, très très mal, coma, machin. Bon. Je dis, est-ce que vous connaissez le protocole Bastien? Il m'a répondu non, mais on m'a appelé hier vers 10h du soir aussi pour me parler de ça, je ne sais pas ce que c'est. Je lui ai proposé d'ouvrir son ordinateur portable, puisque je savais qu'il était Centre national antipoison numéro 1 en France. Je lui ai dit, monsieur, dans votre banque de données, vous tapez Bastien. Il m'a dit, j'ai pas de temps. Qu'est-ce que c'est? Alors j'ai répondu, ah, c'est 2 grammes de vitamine C et un petit anti-vomitif. C'est sûr que le coût de l'opération, ça va avoisiner les 20 centimes d'euros par personne. Il m'a dit, non, on ne peut pas faire ça. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Il m'a dit, parce que j'ai lancé 17 greffes du foie. Coût de l'opération par personne, je ne sais pas, 10 000 euros, 20 000 euros, des risques énormes et une vie compliquée pour ceux qui vont s'en sortir.
Alors, je lui ai proposé de me rencontrer le lendemain, enfin, je me mettais à sa disposition pour le rencontrer, et mon idée, c'était d'aller voir un des gamins en souffrance et de lui proposer de me donner l'adresse de ses parents pour faire un scandale national, pour accuser la République française de crimes contre l'humanité, volontaires, sciemment. Malheureusement, le médecin était plus malin que moi, il a senti mon intention et il a raccroché en me disant c'est trop tard. Là. Donc j'ai pas pu faire ce scandale, mais voilà, on peut quand même se réjouir aujourd'hui de savoir que la vitamine C est un viricide. Les virus meurent en présence de vitamine C. Est un bactéricide. Bactéries tiennent pas. Est également un fongicide. Les champignons dégagent, notamment, les champignons mortels ou autres. Une des grandes avancées que va permettre la vitamine C, c'est de fabriquer le collagène. Le collagène, c'est le ciment qui tient nos cellules. C'est 30% des protéines du corps, et c'est fondamental. Les femmes en parlent beaucoup au niveau de la peau. Leurs produits de beauté aujourd'hui contiennent du collagène, mais on peut faire beaucoup mieux que ça. Et la vitamine C, elle le fait, ça. Enfin, elle le fait. Elle permet que le collagène, qui contient 2 acides aminés, lysine, proline, lié avec de la vitamine C obligatoirement, soit un collagène de belle qualité. Ce sont des fibres. Si ces fibres sont denses, alors elles seront solides, elles seront souples et solides. Si, et c'est le cas pour tous ceux qui ne prennent pas de vitamine C, le collagène à ce moment-là a des fibres moins denses. Ça permet d'avoir un collagène de mauvaise qualité qui, lui, est la porte ouverte aux maladies cardiovasculaires, puisque le tube, l'artère, la paroi, c'est du collagène majoritairement. Si ce collagène n'est pas solide, le cerveau se rend compte qu'il y a à l'intérieur de l'artère, dans ce qu'on appelle l'intima, il y a de l'infection, qu'il commence à y avoir des micro-fissures. C'est la théorie du stress oxydatif. À ce moment-là, micro-fissure, danger, le cerveau appelle une substance pour guérir et empêcher que l'infection ne se propage, et il appelle une substance qui est fondamentale pour la vie de l'homme, qui est sacrée, puisque ça a la même formule chimique que l'EVA, c'est le cholestérol. Et le cholestérol vient à notre secours. Je dis bien le cholestérol vient à notre secours pour se répandre, parce qu'il est souple, sur l'intérieur de l'artère, dont le collagène est mal formé. Quand on a compris ça, on comprend aussi qu'il y a 2e tentative d'assassinat de nos frères et sœurs, c'est donner des statines aux gens. Vous avez du cholestérol. Et oui, docteur, heureusement que j'ai du cholestérol. Parce que sinon, je n'aurais pas d'hormones sexuelles. Donc ça serait déjà assez grave pour la survie de l'espace. Mais en plus de ça, je n'aurais pas la graisse qui a les capacités anti-infectieuses les plus puissantes de celles qui sont présentes dans le corps humain. Donc ne croyez jamais rien à toute l'histoire du cholestérol. C'est du mensonge de A à Z. Si vous prenez de la vitamine C, automatiquement votre cerveau se rend compte que le collagène se forme mieux, et à ce moment-là, vous allez avoir une synthèse de cholestérol moins importante. Ça n'a rien à voir avec l'alimentation. Vous mangez correctement et à ce moment-là, vous verrez que votre cholestérol, si vous prenez de la vitamine C, se réglera bien tout seul. Les seuls animaux qui ont des problèmes de plaques athéromateuses, c'est-à-dire de risque cardiovasculaire, c'est l'homme et ceux qui n'ont pas de vitamine C. Les animaux qui ont de la vitamine C, qui la fabriquent naturellement, comme par hasard, ne meurent pas de crise cardiaque. Et c'est un raisonnement que vous et moi pouvons comprendre. Excusez les médecins, c'est trop compliqué pour eux, ils n'y arrivent pas, il va falloir qu'on les aide. Et on est là pour ça, hein. On est là pour construire un monde meilleur, donc on va les aider, vraiment. On va les aider à comprendre. Alors, il faut que j'aille très vite maintenant. Les allergies et leur versant histamine vont être également extrêmement diminués lorsque vous serez en présence ou non de vitamine C. L'alcool, c'est un grand problème national, l'alcool. Ben, comme par hasard, la vitamine C permet la conversion des 2 poisons de l'alcool, qui est l'acétaldéhyde. Hein, c'est fondamental. Le foie n'arrive pas à détoxiner facilement le produit principal, le poison principal de l'alcool. Et bien aujourd'hui en alcoolologie, là, je pense à un professeur d'alcoolologie célèbre dans les milieux de la médecine parallèle, il ne savait pas, au bout de 40 ans d'enseignement, que la vitamine C était antabuse et leur permettait de bien convertir
les poisons de l'alcool. La quantité à prendre de vitamine C, vous allez vous-même en juger si vous souhaitez en prendre. Moi, je préconise 3 cuillères par jour, une après chacun des repas, pas avant, après, pour que ça se lie au bol alimentaire. Une après chacun des repas, dans un liquide chaud, froid ou tiède, non brûlant et surtout non sucré. Rappelez-vous que le sucre, le glucose et la vitamine C ont une formule chimique très proche. Donc il y a une compétition dans le corps. On le voit au niveau des cellules cancéreuses, l'activité de la vitamine C va être fondamentale parce que justement, maintenant j'ai pas le temps de développer malheureusement ce thème-là, vitamine C et cancer. Enfin bon, si vous avez un collagène plus solide, la migration, ce qu'on appelle les métastases, migration de la cellule cancéreuse se fait pas parce que le collagène il est dense. Si vous avez un collagène qui est lâche, des fibres qui sont très espacées, alors c'est facile pour les ciseaux biologiques des tumeurs et de l'infection, des cellules malignes, c'est facile à ce moment-là de couper peu de fibres et de s'enfiler dans le circuit sanguin. Alors que si le collagène est bien dense, à ce moment-là, ça ne passe pas. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des cancers très minimisés, la souffrance psychologique très minimisée, quand on prend la quantité voulue de vitamine C. C'est pas difficile à fabriquer. Le soir, je vous conseille, si vous essayez, de prendre une cuillère à café bombée, car le soir, la nuit, on refabrique les cellules du corps, ça s'appelle l'anabolisme, alors que la journée, on utilise, ça s'appelle le catabolisme. Donc, il ne faut pas avoir peur de la vitamine C, c'est un somnifère, mais un bon somnifère. C'est un décontractant du système nerveux central. J'ai des gens qui m'ont fait confiance et qui ont réussi à supprimer la morphine avec des phases 4 de cancer et à dormir correctement parce que la vitamine C éradique la souffrance, à condition de mettre la dose nécessaire. Souffrance psychologique. Hein, là, on parle en termes de souffrance psychologique. Voilà. Donc, dernier point, et je conclus là. La vitamine C va lutter contre les infections, va vous faire un bon collagène, va vous permettre effectivement d'avoir une meilleure psychologie et une meilleure force vitale, mais si vous ne prenez pas de vitamine C, vous avez quand même une possibilité d'améliorer votre vie pour un prix ridicule. Boire de l'eau. C'est un médecin iranien, vous trouvez son livre aux éditions Jouvence, il s'appelle Feredoun de son prénom, F-E-R-E-Y-D-O-O-N, ça c'est le prénom, Batman Gelic. Batman comme le héros des bandes dessinées, B-A-T-M-A-N, G-H-E-L-I-D-J. Alors Batman Gelic, qui était mon maître aux États-Unis, a montré que l'absence d'hydratation correcte posait les problèmes suivants: obésité, anxiété, dépression, hypertension, cholestérol, douleurs gastriques et ulcères. Ça fait déjà pas mal. Tout ça ne sont que des symptômes que les médecins prennent pour des maladies et ils vont vous traiter alors que la cause principale et première, c'est toujours le défaut d'hydratation. Je vous donne juste la formule pour vous hydrater correctement et je rends la parole ensuite. Le matin à jeun, 3 verres d'eau. Ensuite, vous laissez passer une demi-heure. Vous faites votre toilette, vous tapez sur le punching ball, on a mis la tête de Sarkozy dessus. Enfin, faites quelque chose d'agréable, ou toi, je ne sais pas si vous avez envie. Et puis là, hop, vous avez laissé passer la demi-heure, vous prenez votre petit déjeuner. Ne vous bourrez pas de pain et confiture. Hein, essayez d'avoir un peu de protéines, un œuf par exemple au petit déjeuner, ça va vous permettre de tenir bien dans la matinée. Donc 3 verres d'eau, une demi-heure après, c'est très important, c'est la demi-heure, pour que le bicarbonate de soude soit fabriqué, soit présent et vous permette une vraie digestion sans remontée d'acide. Beaucoup de gens se plaignent, ah j'ai de l'acidité, j'ai de l'acidité. C'est ça le problème. C'est le timing qui doit être parfait quand à l'hydratation. On boit pendant le repas on essaie de ne pas boire trop, et après le repas, pendant 2h30, on ne boit pas et on ne mange pas. Au bout des 2h30, là, on recommence à boire de l'eau. Donc si par exemple, on a pris les 3 verres d'eau à 7h, à 7h30 le matin, on prend le petit déjeuner, on va terminer à 8h, pour faire simple, à 10h30, pendant de 8h à 10h30, on ne mange pas, on ne boit pas pour ne pas contrarier la digestion, parce que ça c'est basique,
Mais la plupart d'entre nous, ça nous échappe, on va boire un petit café, on va boire un verre d'eau, n'importe quoi. Ça reprogramme la digestion, ça fait des mélanges compliqués à gérer pour le corps. À 10h30, je rebois un verre d'eau, à 11h30, à midi et demi, encore un autre verre d'eau, par exemple. Et à 1h, je vais prendre mon repas de midi. Donc, encore une fois, une demi-heure avant le repas de midi, je bois un verre d'eau. À midi, je ne bois pas trop pendant le repas, je laisse passer 2h30 après le repas, sans boire ni manger, et au bout de ce laps de temps des 2h30, je peux reboire de l'eau, plusieurs verres d'eau, à peu près un par heure, on va dire, pour faire simple, et ça c'est en fonction de vos besoins. Et je veux dire, n'oubliez pas, il faut qu'il y ait un minimum de 10 verres d'eau dans la journée, entre le matin et le moment où vous mettez la tête sur le lit pour dormir. Et pareil, au moment du dîner, un verre d'eau, une demi-heure avant. Voilà. Alors, je vous souhaite de bien vous porter. Et il y aura des bouquins, il y aura de la documentation qui va arriver cet après-midi. Il y a des boîtes de vitamine C si vous souhaitez. J'ai fait un prix spécial pour le congrès. Mes coordonnées sont dessus. Vous pouvez m'appeler. Le plus simple, c'est quand même le mail, parce que c'est plus pratique de répondre même quand je ne suis pas à Paris. Sinon, vous pouvez toujours appeler. On aura la possibilité de continuer ce qui n'a pas été dit, parce que je parle pas bien. Merci. Je voulais juste compléter sur quelques points intéressants. Donc vous avez remarqué les références médicales qui ont été citées. C'est des prix Nobel, des médecins, des livres. Donc ce ne sont pas des rumeurs. Hein, c'est pas des charlatans, c'est des gens qui pratiquent la médecine avec des êtres humains. Donc c'est à vérifier. Réfléchissez, testez. On n'est pas dans l'esprit dogmatique des universités. Hein, ce que je dis, c'est moi la vérité suprême. Hein, comme dit Dieudonné, au-dessus de moi il y a le soleil, il n'y a plus personne au-dessus de moi. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc réfléchissez, testez par vous-même. On n'est pas là pour imposer des choses. Plusieurs choses à dire. Donc, vous avez vu que la vitamine C est un antipoison universel. Ça, cette information, elle passe un peu à la trappe, enfin, elle est un peu anodine. Non. Cette information est extrêmement violente, elle remet en cause tout, absolument tout. Tout le système, tout le dogme cellulaire. C'est extrêmement violent. Cette conférence parle aussi donc de grippe AH1N1, puisque c'est un des traitements les plus efficaces donc avec la vitamine D, le chlorure de magnésium et l'argent colloïdal. Je vous en donne quelques-uns comme ça, donc certainement pas leur vaccination. Je vous invite aussi, parce que c'est vraiment capital, à vous intéresser à la médecine. Moi, j'aime pas dire la médecine alternative, c'est la vraie médecine. J'insiste sur le DVD que j'ai gravé. Il y a une 24-25 vidéos où il y a tout. Il y a les travaux du docteur Hammer, les travaux du docteur Gervais, les travaux sur la vitamine C. Il y a absolument tout, et c'est extrêmement important. Il faut savoir quand même se soigner, ne pas tomber dans le piège de la médecine moderne. C'est très 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 dangereux. Ils sont dangereux. Pourquoi? Parce que vous avez vu tout à l'heure, on a parlé d'ouverture des frontières, des capitaux passent. Par contre, la science s'arrête aux frontières. Vous voyez, vous avez des scandales avec un vaccin de n'importe quelle firme à 2010. Il tue en Allemagne, on décide de l'arrêter, mais pas en France. Pourtant, c'est les mêmes êtres humains, c'est la même petite variabilité biologique, certes, mais comment se fait-il qu'on arrête, qu'on décide que ça tue en Allemagne et pas en France? Quelle est cette science qui se permet de telles absurdités? Donc vraiment, on patauge dans des... on patauge, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus rien. Donc on n'est pas là pour... C'est très important pour donner des ordres. On donne des pistes avec des crédits, il y a de la bibliographie, il faut se renseigner. Vous êtes là aussi, si vous avez des questions à poser, c'est le moment. On a encore 5-10 minutes pour ça. Donc si vous avez des questions, que quelqu'un peut... Moi j'ai une question pour le docteur. C'est en Michel. vitamine C, vous parliez de vitamine C liquide. Ouais, excusez-moi. Vous parliez de vitamine C liquide, mais en cachet c'est pareil ou pas? Parce que dans le commerce. Oui, merci de poser la question, parce qu'effectivement,
J'aurais dû conclure sur ça. Dans le commerce et notamment dans les magasins bio, alors en pharmacie, il y a des mélanges de vitamine C avec de l'aspartame. Et Dick Cheney, il prend un petit peu il a besoin d'oseille en ce moment, ça le gratte. Donc il va vous prendre un petit peu, à chaque fois que vous allez essayer d'avoir un produit, boum, ils sont là pour vous prendre. Donc c'est pas ça qu'il faut. C'est une vitamine C mieux que rien si vous ne pouvez pas disposer d'autre chose. Acérola. Attendez. L'acérola. Alors maintenant, on arrive au mythe de l'acérola. L'acérola est une petite cerise qui contient effectivement beaucoup de vitamine C. Mais le gros inconvénient de l'acérola, c'est que c'est un fruit, donc ça s'oxyde à la vitesse de 20% à la minute à la surface. Donc que font les fabricants de comprimés de vitamine C dite naturelle acérola? Eh bien, ils la mélangent avec celle que je vous propose moi. Simplement, ils oublient de diviser le prix. Bon, c'est juste une erreur. En Et ça coupe à l'acérola. Non, l'acérola est mélangé avec la vitamine C que je vends moi, qui est de l'acide L-ascorbique lévogir, fabriqué en biofermentation en laboratoire pharmaceutique. Pourquoi? Parce que celle-là, on prend du glucose, de la mélasse, et on met des champignons Aspergillus niger. Ça se transforme, ça s'appelle une biofermentation, et on obtient de la vitamine C. On stabilise avec un produit comme l'acétone ou des choses comme ça. Ce sont des produits qu'on fabrique dans notre corps. Donc c'est pas grave, on a un produit aux normes pharmaceutiques mondiales, donc on est certain qu'il n'y a pas d'impureté à côté. Et moi je le fais sous la forme la plus brute, et parce que je veux que le prix soit le plus bas possible, c'est de la poudre blanche, et ça vous permet non pas d'avoir un comprimé qui tape sur la paroi de l'estomac, mais d'avoir une poudre que vous mélangez avec un liquide chaud, froid ou tiède après chaque repas, vous la diluez, et vous buvez. Vous pouvez prendre une cuillère à café, 10 cuillères à café, une cuillère à soupe, ça dépend des moments. Pardon? Là, il y en a des boîtes à la sortie, vous prendrez mon nom, vous pouvez après téléphoner et mettre des mails. Voilà. N'oubliez jamais qu'un comprimé, c'est des excipients, au minimum c'est de l'amidon, c'est jamais anodin. Hein. Et vous verrez même de l'aspirine, vitamine C avec de l'aspartame, que je vous déconseille, puisqu'il y a de la vitamine C, aspirine sans aspartame. Donc pourquoi ils mettent de l'aspartame sachant que c'est dangereux? Pourquoi sucré? Je vais vous signaler aussi autre chose en parlant de l'aspartame, ça n'a rien à voir, mais vous avez des canettes de Schweppes sucrées avec aspartame. Ça n'a aucun sens. Il y a du sucre, il rajoute l'aspartame. Donc, et c'est pas écrit light. Donc il faut le savoir. Au sujet de l'acérola, je sais que tout le monde court partout dans les pharmacies pour acheter des suppléments en acérola. Donc je suis Corinne Bouger, spécialiste des effets secondaires des additifs alimentaires. J'ai moi-même fait l'erreur d'acheter chez un naturopathe connu à Paris un pot d'acérola en poudre, 100% soi-disant naturel. J'en ai pris qu'une fois, j'ai eu des brûlures d'estomac. Et puis un jour, une lectrice me demande des références sur une bonne marque d'acérola. Je repars chercher le pot, 100% naturel, je téléphone. Et là, un naturopathe de Paris me dit « Vous êtes qui ?» Je suis Madame Bouger, qu'est-ce qu'il y a dans vos 100% naturel? Restez assis. Alors il me dit « J'ai un petit souci. Vous en pensez quoi de la maltodextrine ?» J'ai fait « J'en pense beaucoup de mal, monsieur. » Il me dit « Il y en a dedans. » Je fais « Moi, Corinne Bouger, j'ai mangé la maltodextrine, c'est pas marqué sur la boîte, vous allez où là ?» Le naturopathe, je ne dis pas son nom, me dit « Les dés sont déjà pipés. Un supplément naturel vendu à 22 € le pot. » Eh bien, il me dit la composition. Il a acheté un énorme sac de cette poudre rose, d'autres marques très connues sur Paris en vente, je ne vous dis pas les noms, parce qu'on est filmé, n'est-ce pas? Et il a découvert que sur le sac en plastique resté assis, il y avait une deuxième étiquette autocollante pour cacher les ingrédients d'origine. Il a soulevé, et dedans, il y a de la maltodextrine de maïs, qui contient donc du glutamate monosodique. Il y a de l'acide ascorbique, de l'acérola qui normalement n'est pas rose. Donc pour que ça soit rose, ils mettent du carmin de cochenille. Et il y a marqué 100% naturel sans la liste des ingrédients dans des boutiques d'un naturopathe très connu en plein Paris. Et il me dit les dés sont pipés. J'ai cherché dans toutes les pharmacies, dans plusieurs villes de France, il n'y a pas d'acérola en comprimé ou en gélule sans arôme naturel, donc du glutamate. Alors essayez de trouver une bonne marque d'acérola et sans tous ces produits chimiques cachés dedans, ni arôme naturel, ni maltodextrine. C'est une hérésie, c'est une folie complète. Donc, c'est pas parce qu'il y a marqué bio ou acérola que c'est bon pour la santé. Regardez bien vos étiquettes, renseignez-vous.
d'accord et rester en bonne santé et en vie le plus longtemps possible. Il faut bien comprendre que l'acérola est un gros business et que la mention produit naturel n'est qu'une appellation commerciale. Derrière cette appellation commerciale, il y a un code. Ce code autorise les gens, en fonction de ce qui a été signé, du cahier des charges, à mettre d'autres produits dedans, sans qu'ils aient l'obligation de le mentionner. Je prends par exemple l'exemple du hareng, qui est quand même pas un produit très sucré. Moi, j'ai constaté des répercussions sur la glycémie de mes patients à qui je proposais de manger du hareng. J'ai appelé le fabricant en bio, enfin le vendeur en bio du hareng, et quand j'ai eu l'ingénieur chimiste au téléphone, il a reconnu qu'il y avait 5% de sucre rajouté comme conservateur, alors que la mention produit naturel était sur le paquet. Bien, il n'a pas triché. Ils se sont débrouillés au niveau du commerce pour que la mention produit naturel ne mentionne pas le sucre jusqu'à 4,99%. Donc, moi je trouve que ce qui compte dans la vitamine C, c'est C6, O6, H8. C'est ça la vitamine C. C'est rien d'autre que ça. Si tu permets, c'est comme les OGM, il y a des seuils. Si vous êtes en dessous d'un certain chiffre, il y a des OGM, mais on dit que c'est sans OGM. Et aussi, c'est comme je disais, c'est les marques, c'est comme les produits halal. Ils vendent des pastilles qui mettent sur le truc. C'est pas du tout halal. Tout ça, c'est du pipeau, mais j'espère que vous en êtes conscient. Il y a un médecin là qui veut vous poser une question. Bonjour. Une Marseillaise. Bonjour monsieur, s'il vous plaît. Excusez-moi. Bonjour monsieur, il semble que je suis médecin vasculaire à Marseille et qu'hier j'étais au congrès de médecine vasculaire à Toulouse. Et j'ai posé une question, parce que moi je suis encore au stade de question, j'ai pas de certitude, donc la vitamine C je ne la connais pas en tant que justement réparateur tissulaire du collagène et donc de l'intima. Donc moi toute la journée je me fais des échographies et je pose la question hier, alors qu'on nous présentait les endoprothèses, c'est-à-dire les stents, les ressorts comme ça sur les parois. Ça fait un malheur, ça coûte une fortune. Voilà. Il y a des études qui montrent que ce n'est pas supérieur par rapport à un traitement médical, par rapport à l'aspirine. On n'a même pas la vitamine C, on a l'aspirine. Et pourtant, on continue, on arrête de faire parce que tous ces médecins qui sont honnêtes, la plupart des médecins, je ne sais pas la fonction qui fait l'homme, la plupart des médecins, évidemment, sont complètement honnêtes, ils se posent des questions, mais on est tellement, encore une fois, dans un paradigme, on est dans un monde où on évolue, où tous les gens disent bien, vous disent, continuez, c'est par là la direction. On est vraiment... Alors, j'ai posé la question, les lobbies, j'ai posé la question justement des protocoles. Eh bien, plus on met de stents, plus on a d'argent, plus on publie, plus on est connu, plus... Qu'est-ce que vous croyez qui arrive avec les patients qu'on leur confie? Quand vous avez un patient qui a une sténose sérique, qui a un vaisseau qui est bouché, vous, en tant que patient en tant que médecin qui voulait le bien de votre patient, vous allez l'envoyer à l'équipe chirurgicale, puisqu'on vous dit que c'est l'indication. À l'équipe chirurgicale, on va privilégier ceux qui sont le plus invasifs, ceux qui sont le plus chirurgie, pose de stents, on arrive à des trucs, mais de folie. Le patient, il passe sa vie à être tout le temps contrôlé. On s'en fout, parce que c'est ceux qui s'en foutent qui vont réussir à être connus, à être aimés. Les médecins, ils sont classés par rapport au nombre de chirurgie. J'en ai fait 3000 l'année dernière. Et ça, c'est celui qui a le plus de crédibilité. Et on ne parle pas d'indication de la chirurgie. Et c'est pareil dans quasiment tout le système médical. Exactement. Et après, on transpose ça partout. C'est-à-dire qu'en fait, on juge sur l'action et non pas sur la réflexion. C'est-à-dire que combien j'ai opéré, pas combien j'ai guéri, combien j'ai opéré de malades, combien j'ai donné de molécules. On est en train de juger les hôpitaux, j'ai ma copine qui est médecin du travail dans un hôpital, on est en train de juger les hôpitaux sur le nombre de solutions hydroalcooliques, c'est-à-dire qu'ils dépensent par an. Ils en achètent des cartons, ils disent prenez-en, allez-y, dépensez, allez-y, prenez. Tout le monde pique parce que plus ils en consomment, plus ils sont connus pour avoir une réduction des infections nosocomiales. Voilà comment on juge, c'est-à-dire qu'on quantifie, on est encore dans la même chose, c'est-à-dire on quantifie, c'est combien ça coûte, plus on dépense, mieux c'est. Toujours. Vous avez la possibilité en tant que médecin de mettre vos patients sous IV
Hein, vous leur mettez 20 grammes de vitamine C, vous achetez de l'EDTA, hein, Oui. et vous mettez de l'EDTA, et vous allez décrocher les ions calcium qui sont sur l'intérieur de la plaque, et vous allez les sauver. Ça s'appelle la chélation. Tout à fait. Mais je veux dire, moi je ne savais Pas de formation sur la chélation dans la faculté de médecine. Je ne le savais pas. Et je veux dire, le fait qu'on ait développé une médecine qui est de plus en plus traînée devant les tribunaux, ce n'est pas anodin. Voilà. Il faut surtout, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se manquer. Parce que si on sort du sentier battu, eh ben, on va vous battre comme il faut. C'est-à-dire qu'il y a tous les moyens de pression habituels. Voilà, merci. En parlant des budgets, les hôpitaux sont obligés de faire un budget. Ça me rappelle, c'est comme des casernes, pour renouveler le budget de l'année prochaine, s'ils n'ont pas consommé tout l'essence, ils prennent les camions, ils font des tours. Ils font des tours pour consommer l'essence, sinon ils leur baissent le budget pour l'année d'après. On est exactement dans cette même réflexion, c'est de la folie. Bonjour, moi je bosse en pharmacie en fait, c'était pour revenir sur l'acide ascorbique. Chez qui commander en fait? Parce que... bon, pour prévoir large, à part vous, est-ce qu'il y a d'autres tableaux aussi qui font ça, ou vous êtes vraiment le seul et unique producteur en fait? Ouais, alors, parce que vous avez parlé d'un type d'acide ascorbique. Quel type d'acide ascorbique, sous quelle forme? Quel galénique? C'est de la poudre. Vous achetez ça à la Copère, vous passez un coup de fil à la Copère, ils vont vous en balancer 10 kilos, et avec ça, vous êtes content, vous en donnez aux copains, et vous leur revendez au prix coûtant, et vous n'avez pas besoin de passer par moi. Moi, j'achète à la pharmacie en direct fabricant, chez qui la Copère achète. Voilà. C'est comme les sachets de bicarbonate de soude, avec l'acide ascorbique, voilà. C'est un peu en vrac. Mais pour ceux qui veulent, ben moi j'ai donné mon adresse, et pour les autres, vous pouvez aller en pharmacie et exiger de l'acide L-ascorbique en poudre. Et à ce moment-là, ils appelleront la Copère et ils vous le vendront. Voilà. Alors, je suis désolé, mais on va être obligé de continuer parce que Ginès, son ami, nous attend. Et par contre, vous savez qu'il est dehors, il y a un petit stand, donc il y a des documents. Toutes les questions, vous pouvez les poser. Moi aussi, je suis là. Donc, on pourra discuter avec grand plaisir. À plus tard.